Je vous souhaite la bienvenue et vous présente, il est encore temps, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Alors, les dernières semaines de l'année 2019 ont été marquées par la publication d'un certain nombre de textes officiels directement liés au droit de la commande publique. Certains textes, dont la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre ou bien le décret du 12 décembre, modifient le code de la commande publique. En outre, de nouvelles dispositions ont été intégrées dans le Code général des collectivités territoriales concernant le fonctionnement des groupements de commandes. D'autres textes apportent des modifications concernant les seuils, que ce soit pour les procédures formalisées ou la présentation des marchés publics au contrôle de légalité. Comme on va le voir, cette liste n'est pas exhaustive et afin d'appliquer efficacement ces nouveaux textes officiels, Laurent Seri, avocat associé au sein du cabinet Adamas, et François Fourmeau, avocat, vont analyser leurs dispositions. Alors, avant de vous laisser la parole, je vous rappelle que vous avez à tout moment la possibilité de poser par écrit vos questions en cliquant sur l'onglet questions. Maître Seri, je vous laisse la parole. Oui, alors ce sera une prise de parole de courte durée pour m'associer à vous, pour présenter évidemment tous nos vœux pour cette nouvelle année à toutes les personnes qui nous écoutent. Et surtout, en fait, pour vous dire qu'une fois de plus, comme chaque fin d'année, j'allais dire, et comme malheureusement nous y sommes confrontés assez souvent, on voit en fait toute une série de textes affluer et venir modifier, apporter par quelques touches des réformes plus ou moins importantes au texte de la commande publique. Et il s'agit, j'allais dire, pour les praticiens que nous sommes, d'être particulièrement vigilants, notamment sur les seuils, sur ensuite parfois les conditions de fonctionnement de certaines commissions ou de groupements de commandes, comme vous l'avez évoqué. Alors pour traiter ces sujets, une fois n'est pas coutume, mais je vais laisser la parole à un avocat du cabinet François Fourmeau qui a particulièrement bien travaillé qu'il vous présente à mes côtés ces différentes réformes récentes, et je lui laisse aussitôt la parole. Voilà. Merci, bonjour à tous. Nous avons donc eu plusieurs interventions du législateur et du pouvoir réglementaire ces 2 derniers mois, pour apporter quelques retouches au code de la commande publique et à des textes périphériques relatifs à la commande publique. Donc, comme vous pouvez le voir sur le sommaire, on a divisé notre intervention en plusieurs chapitres. En fait, les modifications apportées sont d'importance inégale de par leur champ d'application ou leur portée. Je vous propose donc que nous commencions par les modifications de portée générale qui concernent à peu près l'ensemble des procédures. Donc ce sera les points 1 à 4. On va ensuite, en entonnoir, aller vers des évolutions plus sectorielles, principalement dans le domaine des transports et de la santé. Donc ce sera les chapitres 5 et 6. Et nous finirons, chapitres 7 à 9, par quelques petites évolutions diverses et des perspectives sur les évolutions à venir dans le droit de la commande publique. Donc nous allons commencer par la révision des seuils de procédure formalisée dont chacun a dû entendre parler. On ne va pas s'étendre très longtemps là-dessus. Nous laissons à chacun le soin d'apprendre par cœur les nouveaux seuils. Quelques brefs commentaires simplement pour signaler que c'est la première fois depuis une dizaine d'années que les seuils sont à la baisse, entre 3 et 5% grosso modo par rapport aux seuils précédemment applicables. Ça s'explique par le fait que les seuils sont calculés en fonction d'une évolution de taux de change entre l'euro et des droits de tirage spéciaux qui eux-mêmes sont constitués d'un panier de différentes monnaies, d'où des calculs parfois un peu étranges et des seuils qui sont jamais des montants très ronds, c'est particulier, mais ça s'explique par les modalités de calcul. Donc, comme vous pouvez le constater, on a une évolution de l'ensemble des seuils, tant en marché qu'en concession, qui va marquer le déclenchement pour les marchés des procédures formalisées, et puis pour les concessions, donc le seuil de 5 350 000 et le seuil en deçà duquel sera mise en œuvre la procédure particulière prévue par les articles L3126-1 et suivants du Code de la commande publique. Voilà. Et ces nouveaux seuils sont donc annexés au Code désormais. Deuxième évolution qui ont été apportées par le décret
2019-1344 du 12 décembre dernier et qui modifie le code de la commande publique sur 2 points. Alors on a à nouveau une question de seuil, cette fois-ci, c'est le seuil en deçà duquel les acheteurs sont dispensés de procédure de passation de mise en concurrence. Donc ce décret entre en vigueur au 1er janvier 2020. Il s'applique aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2020. On retrouve les conditions générales d'application temporelle qui sont retenues dans chacun des nouveaux textes en général qui affectent la procédure de passation des marchés. Et on va voir que ce décret remplit deux principaux objectifs. Simplifier la procédure de passation pour des achats de faible montant et également favoriser l'accès des marchés aux PME. Donc, s'agissant tout d'abord du relèvement du seuil de dispense de procédure préalable de publicité et de mise en concurrence, vous connaissez bien l'article L2122-1 du Code de la commande publique qui énonce les différents cas dans lesquels un marché peut être dispensé de mise en concurrence. On a toute une série de cas. Ça peut être suite à une procédure infructueuse, ça peut être compte tenu de l'objet de certains marchés, et puis également compte tenu du montant du marché. Donc le seuil, en l'occurrence, est relevé ici de 25 à 40 000 euros. C'est la nouvelle rédaction de l'article R2122-8 du Code. On signalera que le seuil à compter duquel le marché public doit être écrit reste à 25 000 euros, l'article R2112-1. Donc là, il n'y a pas de corrélation sur ces 2 points. Ce seuil est également réévalué, le seuil du coup est également réévalué à l'article R2132-2, s'agissant de la mise à disposition des documents de la consultation sur le profil acheteur. Donc il y a une obligation de dématérialisation chaque fois qu'on va avoir des marchés conclus à compter de 40 000 euros avec un DCE mis à disposition sur un profil acheteur, quand bien même donc on sera en procédure adaptée entre 40 000 et les seuils de procédure formalisés. Ce qu'a souhaité le pouvoir réglementaire en relevant le seuil, c'est plusieurs choses. L'adage évoque la question de la contrainte disproportionnée que peut représenter la mise en œuvre d'une procédure, même adaptée finalement, pour des achats de faible montant. Finalement, et on retourne à quelques justifications au motif qui avaient été rappelées par le Conseil d'État dans les 2 arrêts Pérez de 2000 et 2017 sur la question de l'efficacité de la commande publique. Finalement, le pouvoir réglementaire considère qu'en deçà d'un certain seuil, il peut être presque contre-productif de mettre en œuvre une procédure, puisque qui dit procédure dit du formalisme, des démarches, de la constitution de dossiers un peu conséquents, et par voie de conséquence, des petits opérateurs qui seraient tentés de baisser les bras, qui seraient dissuadés de candidater, et finalement, l'objectif recherché par les principes de la commande publique se trouve annihilé. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir, notamment vis-à-vis des petits opérateurs, leur donner toutes leurs chances de candidater sans être arrêtés par un formalisme qui rebute parfois un petit peu. L'adage évoque également le fait qu'elle souhaite par cette réforme un renforcement du tissu économique des territoires. On sent qu'il y a une volonté de simplifier les relations contractuelles pour les montants de bas niveau. Et puis, on peut noter également que sans doute le pouvoir réglementaire a souhaité s'aligner un petit peu sur les seuils retenus par les différents pays européens, qui généralement tournent autour de 40, parfois 50 000 euros. Alors nous avons adopté un seuil de 40 000 euros pour tous les marchés, donc y compris travaux. Parfois, nos pays voisins font des seuils différenciés, notamment au marché de travaux, parce que le seuil de procédure formalisée est lui-même beaucoup plus élevé qu'en fourniture et services. Je crois qu'on tourne autour de 200 000 dans certains pays.
en France, nous avons fait le choix d'un seuil uniforme de 40 000 euros. Ce qu'il faut rappeler, quelques conseils de prudence chaque fois qu'un marché sera passé en deçà du seuil de 40 000 euros. Donc les petites recommandations à donner aux acheteurs. La première chose, c'est malgré tout, les principes de la commande publique s'appliquent au premier euro. Hein, donc il n'y a pas, indépendamment de la mise en œuvre d'une procédure ou non, l'acheteur est invité à respecter les grands principes de la commande publique. Et c'est ce à quoi veille un petit peu la suite de l'article R2122-8, en énonçant que l'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics, à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre aux besoins. Cette précision est importante parce que c'est l'absence d'une telle précision qui avait en 2010 conduit le juge à annuler, à censurer le relèvement du seuil de 4 à 20 000 euros. Et à l'inverse, quand il a en 2017 autorisé le seuil de 25 000 euros, le Conseil d'État avait dit voilà, le seuil de 40 000 n'est pas de portée générale, mais il y a bien des garanties en plus qui sont apportées, c'est-à-dire qu'on demande vraiment à l'acheteur d'être diligent chaque fois qu'il va passer une procédure, qui ne va pas passer de procédure de mise en concurrence. Ce qu'il faut recommander aux acheteurs pour cela, c'est donc notamment toujours d'être au fait des différentes offres des entreprises, donc faire peut-être un peu de sourcing, de faire des devis, de se renseigner sur l'offre existante pour essayer d'optimiser son achat. Éviter également naturellement le saucissonnage des prestations, le saucissonnage artificiel qui viserait à échapper au seuil de 40 000 euros. Donc là-dessus, il y a un effort de définition objective du besoin par l'acheteur qui reste intact et qui ne doit pas être finalement influencé par les seuils, le seuil de 40 000 euros. Et puis, évidemment, il reste possible à l'acheteur, s'il le souhaite, de mettre en œuvre une procédure adaptée ou autre, s'il le souhaite, quand bien même il serait en train de conclure un marché à moins de 40 000 euros. Il y a une autre petite garantie qui est apportée par le pouvoir réglementaire pour certains marchés en dessous des seuils, c'est celui de la transparence ex post, donc post-conclusion du marché, avec la question de l'accès aux données essentielles du marché. Donc cette question est régie à l'article R2196-1 du Code, qui précise, donc là, à nouveau modification, que l'acheteur doit offrir sur son profil d'acheteur un accès direct et complet et libre à toutes les données essentielles du marché chaque fois que celui-ci est d'un montant supérieur à 40 000 euros. Donc ça, c'est une conséquence directe des autres dispositions du décret. Et puis une petite contrainte supplémentaire finalement qui est imposée pour les marchés compris entre 25 et 40 000 euros, puisque dans ce cas, l'acheteur soit offre un accès aux données essentielles du marché dans les mêmes conditions que ceux d'un montant supérieur à 40 000 euros, soit au minimum doit publier 5 informations sur les marchés qu'il conclut, c'est-à-dire l'objet du marché, son montant, la date de conclusion, le nom de l'attributaire et son code postal. Donc, il y a un choix qui est offert entre 25 et 40 000 euros. En deçà de 25 000 euros, il n'y a aucune obligation réglementaire qui pèse. L'idée est de pouvoir permettre aux opérateurs économiques d'avoir quand même une petite visibilité sur les besoins de l'acheteur, de voir s'il n'a pas abusé éventuellement aussi de l'absence de publicité de mise en concurrence. Donc c'est un petit moyen de contrôle a posteriori de la passation, et puis un moyen pour les opérateurs de se positionner aussi. Les opérateurs vont voir que, je sais pas, régulièrement, tous les ans, une collectivité passe un marché dans tel ou tel secteur. Donc ça lui donne
une lisibilité là-dessus et elle pourra se positionner pour appréciation des prochains marchés. Il y a une autre réforme apportée par le décret qui, cette fois, nous fait basculer dans le stade de l'exécution des marchés, de l'exécution financière. C'est la question des avances et par contre, toujours dans cet objectif de faciliter l'accès des PME au marché. Donc, les règles d'exécution financière des marchés prévues aux articles L2191-1 et suivants du Code s'appliquent en gros aux personnes publiques, aux acheteurs qui sont des personnes publiques. Et les dispositions réglementaires imposent aux acheteurs le versement d'avance chaque fois que le marché est d'un montant supérieur à 50 000 € et qu'il est d'une durée d'exécution supérieure à 2 mois. Depuis plusieurs mois, le pouvoir réglementaire à petits pas renforce un peu plus les obligations d'avance à verser aux PME. Donc de mémoire, c'est un décret de 2018 qui avait déjà passé de 5 à 20% le taux d'avance versé pour les marchés passés par l'État aux PME. Donc ce taux de 20% reste confirmé pour les marchés passés par l'État. Et puis le décret vient cette fois-ci imposer un taux de 10% pour les marchés passés par les établissements publics de l'État, à l'exception des établissements publics de santé, dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 millions d'euros. Donc l'idée est d'imposer cette contrainte aux établissements publics qui ont une certaine épaisseur financière malgré tout. Et ce taux de 10% est également applicable aux collectivités, à leurs établissements publics et leurs groupements, également lorsque leurs dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 millions d'euros. L'objectif donc recherché, c'est à la fois à nouveau éviter aux PME d'être étranglées financièrement en commençant à exécuter des marchés et éviter qu'elles doivent recourir à l'emprunt ou autre. Voilà, il y a des enjeux de trésorerie importantes pour les PME. Donc le pouvoir réglementaire a vraiment souhaité faciliter les choses pour elles. Et puis le seuil de 60 millions d'euros relatif aux acheteurs a été défini pour éviter également aux petites collectivités qui ont des contraintes budgétaires que tout le monde connaît, de ne pas non plus être trop contraintes financièrement. Donc on est sur une recherche délicate d'équilibre entre contraintes financières des acheteurs d'un côté, contraintes financières des opérateurs de l'autre. Nous allons maintenant passer au troisième point, troisième chapitre, qui est la question de la transmission des contrats au contrôle de légalité. Nous avons donc une petite modification qui est intervenue par le décret 2019-1375 du 17 décembre et qui apporte 2-3 modifications bienvenues. Alors, vous connaissez l'obligation qui pèse à l'article L2131-2 du CGCT de transmettre un certain nombre de contrats au contrôle de légalité. Donc, qu'il s'agisse de marchés d'un certain montant, de contrats de concession ou autres. Alors, jusqu'à peu, nous avions une petite dissonance entre le seuil à compter duquel les contrats devaient être conclus et puis les seuils de procédure formalisée, en tout cas des marchés de prestations de fourniture et de services. On avait un petit décalage qui ne se justifiait pas. On était 209 000 € d'un côté, 221 000 € de l'autre. Donc, pour résoudre cette difficulté, l'article D2131.5.1 du CGCT est modifié ainsi, c'est-à-dire qu'il impose pour les marchés leur transmission au contrôle de légalité lorsque
lorsqu'ils sont d'un montant qui est supérieur au seuil qui s'applique au marché de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs selon une procédure formalisée, à savoir 214 000 €. Donc, ça évitera probablement que cet article soit modifié tous les 2 ans chaque fois qu'il y a une révision des seuils. Là, on s'aligne directement sur le seuil de procédure formalisée des marchés de fournitures et de services. Et ça permet voilà, de bien aligner, de bien clarifier les choses. On rappellera que en deçà de ce seuil, les collectivités ne restent pas dispensées de transmettre des actes périphériques au contrat, délibération autorisant signature ou autre, parce que là on est sur la transmission des délibérations elles-mêmes, donc il y a quand même le contrôle de l'égalité qui veille un petit peu. On rappellera également que pour les contrats en deçà des seuils, le préfet peut volontairement faire une demande de transmission, comme le permet l'article L2131-3. Alors, sur le contenu des pièces qui doivent être transmises au contrôle de légalité, parce qu'une question a été posée en ce sens, donc ce contenu est défini à l'article R2131-5 du CGCT, sachant que le préfet peut là aussi demander des pièces complémentaires, comme le prévoit le 2131-7. Donc, s'agissant du contenu, globalement, donc on rappellera, doivent être transmis au préfet les pièces constitutives du marché, l'acte d'engagement, le CCAP, le CCTP, la délibération autorisant la passation du marché, l'avis d'appel public à la concurrence, le règlement de consultation, les procès-verbaux et rapports des commissions d'appel d'offres, ainsi que le rapport de présentation qui est prévu par le Code de la commande publique. Et enfin, les renseignements, attestations et déclarations fournis par l'attributaire du marché. S'agissant des concessions, donc là, le décret ne modifie pas ce point. En fait, les concessions restent toutes transmises au contrôle de légalité, qu'il s'agisse des DSP ou des concessions de services simples. Elles sont transmises en vertu de l'article L1411-9 du CGCT. Et le contenu des pièces à transmettre se fait par analogie avec celui qui est prévu en matière de marché. Dernière précision, le décret donc entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020 et s'applique donc aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à concurrence envoyé à la publication postérieurement au 1er janvier 2020. Dernière réforme qui touche de manière générale les procédures de passation, c'est les petites réformes apportées par la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019. C'est son article 65 qui vient apporter quelques modifications au CGCT. Alors, il y a une première modification qui est un peu du toilettage rédactionnel et qui vise à tenir compte de la pratique des commissions de DSP. En fait, désormais, donc la commission de délégation de services publics de l'article L1411-5 du CGCT, il est désormais prévu que cette commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre, alors que la rédaction précédente était la commission ouvre les plis contenant les candidatures ou les offres. Il a fallu ici juste tenir compte d'une voilà, c'est un aménagement assez pratique, c'est éviter une phase fastidieuse où la commission assiste voilà, à l'ouverture des plis et puis à la vérification voilà, du contenu des enveloppes, etc. Désormais, voilà, son rôle se concentre sur vraiment l'analyse proprement dite des dossiers de candidature. On rappellera que la commission de l'article L1411-5 a un rôle entre guillemets étendue parce que elle est également saisie
pour les concessions de services dans leur ensemble par un jeu de renvoi de disposition du CGCT 1410 quelque chose, et également en matière de marché, puisque désormais en matière de marché la commission saisie est celle de l'article 1411.5 du CGCT, donc sa compétence est assez étendue. Le décret vient également apporter une petite modernisation au fonctionnement des commissions en organisant la possibilité de tenir des commissions à distance dans les conditions prévues par l'ordonnance du 6 novembre 2014 qui a ouvert cette possibilité pour certaines instances à caractère collégial. On a la possibilité désormais pour la commission de DSP de fonctionner par conférence téléphonique ou audiovisuelle ou par un autre procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique, permettant un dialogue en ligne ou par messagerie. Il s'agit un peu de se mettre au bout du jour, de s'aligner sur ce qui existe déjà en droit privé. Par exemple, les sociétés anonymes sont admises depuis 2001 à procéder de manière analogue pour leur conseil d'administration. Donc il s'agit de simplifier les choses. L'ordonnance de 2014 et son décret d'application précise un peu les modalités de tenue de ces commissions à distance, avec des heures de convocation, des heures de clôture, des règles de confidentialité, des quorums, etc. Donc vous pourrez vous reporter à ces textes pour plus de détails. Nous avons une autre petite nouveauté également apportée par la loi, c'est la création d'un article 1411-5-1 du CGCT, qui lui vient préciser la commission qui remplit les fonctions du 1411-5 pour les groupements d'autorités concédantes composés en majorité de collectivités ou d'établissements publics locaux. Ça, c'est une des nouveautés de la réforme de la commande publique depuis 2016, c'est la question des groupements d'autorités concédantes, qui autrefois les groupements ne concernaient que les marchés. Et donc là, nous avons un aménagement des règles de composition et de fonctionnement des commissions chaque fois qu'un groupement d'autorités concédantes est composé en majorité de collectivités ou d'établissements publics locaux. Comme pour ce qui existe s'agissant des groupements de commandes en matière de marché, la commission compétente peut être celle du coordonnateur du groupement. Et enfin, dernière nouveauté de cette loi, c'est la création d'un article 52.11.4.4 du CGCT qui cette fois concerne les groupements de commandes, donc les marchés, et qui offre la possibilité, lorsqu'un groupement de commandes est constitué entre communes membres d'un même EPCI à fiscalité propre ou entre ces communes et cet EPCI, de confier à titre gratuit à l'EPCI, par convention, si les statuts de l'établissement public le prévoient expressément, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences qui lui ont été transférées, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation et de l'exécution d'un ou de plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des membres du groupement. Alors, l'objectif de cet article, c'est vraiment de faciliter les outils de mutualisation entre les EPCI et leurs communes membres, comme il en existe d'autres, avec un ajout intéressant, une précision intéressante, c'est que ici le législateur fait fi des compétences de l'EPCI. En fait, avec cette disposition, l'EPCI va pouvoir donc mener toute ou partie de la passation de l'exécution de marché, quand bien même l'objet du marché n'aurait pas trait aux compétences transférées à l'EPCI. Et c'est d'autant plus frappant dans le cas où le groupement de commandes va être constitué uniquement entre des communes membres de l'EPCI, mais sans l'EPCI. Donc on va avoir un groupement de commandes constitué de communes membres d'un EPCI. L'EPCI ne fera pas partie du groupement de commandes, et en revanche, les communes pourront malgré tout lui confier la charge de passer, d'exécuter tout ou partie du marché.
Donc le dispositif ne concerne que les EPCI à fiscalité propre, que les marchés, hein, on est un gros point de commande. Ça, c'est un allègement, un assouplissement assez intéressant du principe de spécialité qui régit les établissements publics de manière générale, et un dispositif qui appelle quelques questions, quelques ouvertures en termes par exemple de responsabilité. Quel va être le régime de responsabilité de l'EPCI lorsqu'il passe ou exécute le marché? Et puis ça ouvre une hypothèse un peu étonnante dans laquelle un EPCI va finalement être autorisé à exécuter un marché auquel peut-être il n'aura pas part, dont il ne sera pas proprement parlé partie, et qui finalement ne répond pas forcément directement à ses besoins. Donc c'est une configuration un peu étonnante. On verra ce que la jurisprudence dégage de cette nouvelle disposition. Nous avons fini avec les évolutions de portée générale et je vous propose que nous abordions des modifications un peu plus confidentielles, un peu plus sectorielles. Nous allons commencer par la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre qui apporte quelques modifications au Code de la commande publique, et notamment avec une ouverture des cas dans lesquels des marchés globaux sectoriels peuvent être conclus. Donc vous connaissez tous bien le principe d'allotissement des marchés et la possibilité par dérogation à ce principe de conclure des marchés plus ou moins globaux, marchés de conception-réalisation, marchés globaux de performance et marchés globaux sectoriels. La particularité des marchés globaux sectoriels, c'est que contrairement aux conceptions-réalisation ou marchés de performance, les conditions de recours à ces marchés ne sont pas dépendantes de considérations liées à des objectifs de performance, à des motifs techniques ou autres. Donc, il y a un certain nombre de marchés globaux sectoriels qui sont admis depuis plus ou moins longtemps par le code et les anciens textes, notamment en matière d'établissements pénitentiaires, de gendarmerie, de centres de rétention, etc. Et la loi du 24 décembre a voulu ouvrir deux nouvelles possibilités préciser et ouvrir un cas de possibilité de passer un marché global. Un premier dispositif concerne la Société du Grand Paris. Depuis 2015 déjà, elle est habilitée, autorisée à passer un marché global portant sur la construction et l'aménagement des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport public dont la maîtrise d'ouvrage lui est confiée. La loi LOM, en son article 154, vient préciser ce dispositif en ajoutant dans la mission globale la maintenance des éléments remis en gestion. Alors je crois qu'il y a d'ailleurs un petit... je parle de Île-de-France ici, et d'Île-de-France Mobilité, mais c'est de la SGP, qui sont remis en gestion à la SGP. Petite coquille sur la slide. Et l'article 154 de la loi prévoit également la possibilité pour l'attributaire de se voir transférer, avec l'accord du co-contractant, les droits et obligations issus de tout ou partie des marchés passés par la SGP et pouvant concourir à l'exécution de sa mission. Le marché global intègre les droits et obligations des marchés, et la composition de l'attributaire est modifiée afin d'inclure le titulaire du marché dont les droits et obligations sont transférés. Donc il y a comme une sorte c'est comme si le marché global venait happer des marchés périphériques, et l'objet du marché global s'en trouve encore élargi. Donc là, on est aussi vraiment sur des dispositions un peu sui generis qu'on va pas retrouver ailleurs, mais qui sont justifiées par les impératifs de la mission dévolue à la SGP. La loi LOM apporte également
offre également une possibilité à de France Mobilité de confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction et l'aménagement des sites de maintenance et de remisage des modes de transport dont elle assure l'organisation dans le cadre de ses missions. Donc là aussi, le législateur, dans cette loi mobilité, a voulu donner un petit coup de pouce à Île-de-France Mobilité pour passer des marchés globaux et ainsi lui permettre de répondre de manière optimale à ses missions. La loi LOM apporte quelques autres apports divers en droit de la commande publique. On ne s'attardera pas sur tous. Simplement, il faut noter d'une part que l'article 55 modifie le Code des transports et qu'il précise que les contrats de service public portant exploitation de lignes de métro mises en concurrence par Île-de-France Mobilité sur le fondement du 1241.5 du Code des transports sont désormais assujettis aux dispositions du Code relatives aux modifications des contrats de concession et aux dispositions relatives aux modalités particulières d'indemnisation du concessionnaire. En fait, les contrats d'exploitation de métro ont un régime parfois un petit peu dérogatoire, et là, il y a un alignement partiel sur les règles de droit commun. L'article 74 de la loi LOM, dans un autre domaine, habilite le gouvernement à fixer par voie d'ordonnance pour les acheteurs, le pouvoir adjudicateur, entité adjudicatrice, des obligations progressives de proportion minimale de véhicules à faible émission parmi les véhicules lourds acquis ou loués pour renouveler ou compléter leur parc. Donc un objectif de développement durable qui va peser sur les acheteurs. Un article 131 qui est intéressant, relatif aux conventions de terminal qui sont conclues par les grands ports maritimes. Ces conventions de terminal ont pour objet l'exploitation des terminaux portuaires, et alors on fait l'objet d'une jurisprudence très importante en 2017. Par cette décision du 14 février, le Conseil d'État a rendu un des premiers arrêts relatifs aux concessions de services et à la délimitation entre concessions de services et conventions d'occupation du domaine public. Voilà, dans la foulée de l'affaire Jean Bouin et autres dont je vous dispense du rappel, le Conseil d'État a vraiment clarifié, enfin apporté des éclairages à la nouvelle distinction à opérer entre concession de services et CODP. Et alors que le Code des transports énonçait que les conventions de terminal avaient en gros pour objet l'occupation du domaine public, le Conseil d'État, dans cette décision de 2017, requalifie la convention de terminal au cas d'espèce en concession de service, compte tenu des obligations réciproques qui pesaient sur chaque partie. Et bien finalement, le législateur semble avoir retenu la leçon et précise du coup maintenant à l'article 53.12.14.1 du Code des transports que les conventions de terminal sont des conventions d'occupation de domaine public, sauf si elles ont pour objet de répondre aux besoins spécifiques exprimés par le GPM, auquel cas les dispositions du Code de la commande publique s'appliquent. Voilà, puis une dernière petite modification également qui concerne la Société du Canal Seine-Europe Nord, qui se voit dotée d'une commission des contrats. Sixième chapitre, le décret du 30 décembre 2019 relatif au marché passé par les conseils nationaux des ordres des professions de santé. Alors c'était un décret attendu, celui-ci. Dans la genèse des textes, nous avons une ordonnance du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé, qui a été ratifiée par une loi du 30 décembre 2017. Et cette ordonnance avait créé dans le Code de la santé publique des articles qui prévoyaient le respect des principes de la commande publique par les conseils nationaux des ordres des professions médicales et le Conseil national de l'ordre des pharmaciens lorsqu'ils concluent des marchés à titre onéreux en matière de fourniture ou de services. Cette ordonnance prévoyait également la possibilité pour les centres nationaux de constituer
des centrales d'achat ou des groupements de commandes. Et l'ordonnance renvoyait également à l'article 42 de feu l'ordonnance de 2015 pour l'application des procédures formalisées de passation des marchés sous réserve d'adaptation prévue par décret. Ce décret intervient le 30 décembre dernier. Il s'applique aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2020 et concerne toute une série de conseils nationaux de professions de santé, les médecins, chirurgiens dentistes, sages-femmes, pharmaciens, masseurs kinés, infirmiers et pédicures podologues. Ce décret est un petit peu aride. En fait, grosso modo, il renvoie à l'application du code de la commande publique, mais sans le faire complètement. Donc, nous avons un décret un peu long qui est une sorte de mini-code de la commande publique pour les conseils nationaux des ordres de profession de santé, qui joue entre le code et des règles spécifiques. Donc là, il faut vraiment se plonger dans le corps du décret si vous voulez plus de détails. Et on notera en tout cas la création par ce décret d'une commission consultative des marchés à l'article R4122-4-6 du Code de la santé publique. Nous allons maintenant évoquer quelques petites réformes diverses. La première qui est plus pour la culture générale des acheteurs, qui concerne la direction des achats de l'État et la direction des affaires juridiques de Bercy. Puisque, donc, s'agissant de la DAE qui a succédé au service des achats de l'État par décret de 2016, celle-ci donc a pour mission d'assurer la définition et le suivi de la mise en œuvre de la politique d'achat de l'État dans un objectif d'efficience et de professionnalisation. Et l'arrêté du 18 décembre 2019 précise les missions de cette DAE. Notamment, la DAE est dotée d'une sous-direction achat de l'État. L'arrêté vient donc préciser son rôle. Définition et mise en œuvre de la politique des achats, élaboration de stratégies d'achat interministérielles, conduite des travaux du comité des achats de l'État, etc. Voilà, s'il y a des personnes intéressées par les missions de la DAE, ils peuvent se reporter à l'arrêté pour davantage de précision. Et puis, nous avons, s'agissant de la DAGE de Bercy, deux évolutions, le décret du 24 décembre 2019 et l'arrêté du même jour. Bon, la DAGE de Bercy, elle est bien connue de beaucoup d'entre vous. On connaît son rôle important en matière de diffusion de la doctrine administrative de l'achat public, avec l'importance de ses fiches techniques et autres contributions. Donc, le décret du 24 décembre précise les missions allouées à la DAGE, une fonction de conseil d'expertise auprès des ministères, une analyse du droit de la commande publique, une proposition de réforme législative ou réglementaire, etc. Et l'arrêté du 24 décembre portant organisation de la DAGE prévoit les missions dévolues à la sous-direction du droit de la commande publique, qui se trouve chargée de l'élaboration du droit national et international de la commande publique, qui propose des réformes, qui représente la France dans des organismes internationaux, qui diffuse une doctrine d'application du droit de la commande publique, etc. Donc un rôle renforcé. Dernière petite évolution qui ne concerne pas forcément directement le droit de la commande publique, mais qui peut rentrer en confluence avec lui, c'est le référé en matière de secret des affaires introduit par le décret du 30 décembre 2019, qui a créé un article R557-3 du Code de justice administrative, dont il résulte que lorsqu'il est saisi aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, le juge des référés peut prescrire toute mesure provisoire et conservatoire proportionnée, y compris sous astreinte. Alors cette innovation est importante puisque en matière
de marché, de passation de contrats publics. La question du secret des affaires est parfois une question cruciale et sensible. Et on se souvient notamment de l'arrêt de 2016 centre hospitalier de Perpignan, dans lequel le Conseil d'État avait fait un peu la part des choses entre les documents constitutifs du marché qui portent atteinte au secret des affaires et ceux qui n'y portent pas atteinte. Le Conseil d'État avait notamment distingué les prix globaux et forfaitaires des prix unitaires des DQE et autre chose. Donc, il n'est pas impossible que, dans le cadre de contentieux de passation et d'exécution de marché, ce référé puisse être mis en œuvre pour que soit la tributaire, soit un candidat évincé se prévalent de cette disposition pour assurer le respect de la confidentialité de son offre, de sa candidature. Donc, à voir là aussi quelle suite il sera donnée par la jurisprudence. Nous n'avons pas encore vu à notre connaissance de mise en œuvre de ce dispositif très récent, mais l'occasion arrivera sans doute prochainement. Nous concluons par les quelques perspectives d'évolution qui pourront intervenir en matière de droit de la commande publique. Et la grande attente de l'année 2020, ce sera la réforme des CCAG, qui sont tous en cours de modification. L'objectif va être de mettre ces CCAG à jour de différentes évolutions, la réforme de la commande publique, le RGPD, la facturation électronique, la dématérialisation, etc. Donc il y a un certain nombre de dispositions qui devraient être modifiées. Et il est apparemment bien prévu la création d'un CCAGPI spécifique au marché de maîtrise d'œuvre. Le CCAGPI actuel est parfois pas tout à fait bien adapté au cas spécifique des marchés de maîtrise d'œuvre. Donc l'ADAGE planche sur un projet d'un nouveau CCAGPI qui sera le bienvenu. Voilà, nous avons fait le tour pour l'instant, et puis je laisse la parole à Richard. Maître, donc je vous remercie pour cette présentation, cette synthèse de ces différents textes. Alors, je vous demande de patienter quelques instants. Nous allons voir si des questions ont été posées durant cette présentation.
Allez. Alors, pour répondre à quelques questions posées, une première qui est, est-ce que les SA d'HLM sont aujourd'hui soumis au versement de l'avance? Alors, l'articulation et la rédaction du code de la commande publique est parfois un petit peu difficile à suivre, mais si vous reprenez d'abord les dispositions législatives, à savoir l'article L2191-1 du code de la commande publique, vous remarquerez que les règles d'exécution financière du code ne s'appliquent en gros qu'aux personnes publiques, c'est-à-dire marchés passés par l'État, ces établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, leurs groupements. Donc, une SA d'HLM n'est pas visée par le champ d'application de ces dispositions. En revanche, elle peut en faire une application volontaire, puisque ça, c'est l'article R2191-2 du Code qui prévoit que les acheteurs non soumis aux dispositions du présent chapitre peuvent volontairement en faire application. Donc, on resterait sur une possibilité d'application volontaire. Ensuite, nous avons une question pour savoir si le seuil de transmission au contrôle de légalité s'applique aux avenants. La réponse semble se trouver à l'article 2131-6 du CGCT, qui prévoit que les modifications des marchés sont transmises au préfet, accompagnées des délibérations qui les autorisent. Donc, pour les avenants, il n'y a pas à proprement parler de seuil, mais finalement une obligation générale de transmission des avenants. Alors, le seuil de 214 000 € concerne tous les marchés, même de travaux. Là, je suppose que la question est bien sur la question du contrôle de légalité. Effectivement, en fait, c'est tous les marchés qui sont d'un montant supérieur à 214 000 € qui doivent être transmis. Simplement, l'article fait référence au seuil des procédures formalisées des marchés de fourniture et de services, mais pour avoir un seuil de référence, et on aligne, je veux dire, on nivelle par le bas le seuil de transmission, en appliquant à l'ensemble des marchés, y compris de travaux, le seuil des procédures formalisées des marchés de fourniture et de services. Alors, une question pour savoir si la modification apportée à l'article L1411-5 du CGCT sur la commission DSP permet de régulariser les candidatures incomplètes en amont de la CDSP. En fait, la CDSP, la commission reste, enfin, son rôle est maintenant bien d'analyser les candidatures. Donc, l'analyse des candidatures va aboutir au constat de son caractère complet ou non, a priori. Donc, normalement, on serait tenté de dire que l'analyse du caractère complet ou non d'une candidature va bien se faire par la commission. Donc, une autre question sur cet article 65 là, qui modifie 14.5. Est-ce que la modification remet en cause l'organisation de deux CDSP, l'une pour analyse des candidatures et l'autre pour analyse des offres? A priori, non. Notamment, justement, si à l'issue d'analyse de la candidature, il va falloir demander une régularisation ou autre, pour ensuite analyser les offres.
on va bien rester a priori sur 2 CDSP distinctes. Alors, une question sur le L521144 du CGCT, sur les groupements de commandes entre communes et EPCI. En gros, quel est le sens de l'incise indépendamment des fonctions du coordonnateur du groupement de commandes? Et la question est tout à fait légitime. La rédaction peut effectivement prêter à confusion. Ce que l'on croit comprendre, c'est que l'intention du législateur a été de dire que l'établissement public, en tant qu'il est autorisé par ce dispositif à mener toute partie de la procédure de passation ou d'exécution, et finalement n'agit pas comme un coordonnateur, il agit sur un autre fondement, peut-être celui d'un mandat ou autre, mais le sens de l'article n'est pas simplement de dire que l'EP est un coordonnateur. Le fondement législatif de son intervention est autre. Après, comment vont s'articuler, enfin, il vaut mieux espérer, je pense, que on n'ait pas un coordonnateur du groupement qui soit distinct de l'EPCI lui-même chargé de mener toute partie de la passation de l'exécution, sinon il va y avoir des gros problèmes d'articulation, même si théoriquement ça semble possible. Mais voilà, effectivement, l'incise est un peu étonnante, mais ce qu'il faut retenir sans doute, c'est que le législateur a voulu parler ici d'autre chose qu'une simple fonction de coordonnateur au profit de l'établissement public. On va prendre une dernière question. Alors une question pour savoir si, toujours sur la question du groupement de commandes avec le PCI, est-ce que le PCI peut demander une participation financière liée notamment aux annonces de publication ou le temps passé à la rédaction du cahier des charges? L'article 52.11.4.4 précise bien que la mission est confiée à titre gratuit. Donc la réponse est plutôt négative. Après, dès qu'on rentre sur un schéma onéreux, il y a des problématiques de requalification qui vont se poser. Donc, a priori, on va bien rester sur de la pure gratuité. Et une dernière question qui était, est-ce que l'obligation de contrat écrit
reste soumise au seuil de 25 000 euros. On l'a dit tout à l'heure, hein, la réponse est effectivement affirmative. Le seuil du contrat écrit reste à 25 000. C'est l'article 2112-1 du Code. Bien, écoutez, je vous remercie à tous les participants donc d'avoir été présents. Je remercie Maître Seri et Fourmeau pour leur intervention et pour s'être prêtés au jeu des questions-réponses. Et je vous donne donc rendez-vous dans les prochaines semaines pour un nouveau rendez-vous expert. Je vous remercie.